Bonjour Eric. Bonjour Hervé. Alors on vient de passer une semaine là dans la Drôme avec des familles. Puis je profite de ta présence pour te poser quelques questions dans ton rapport à la nature. J'ai envie de te ramener dans ton enfance. Les souvenirs les plus lointains que t'aies, tout petit, de moments un peu fabuleux, magiques, merveilleux, avec la nature. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Ce qui me vient à l'esprit, c'est quand j'étais gamin, 12-13 ans, j'avais ce qu'on appelle l'acné. Ouais. Je ressemblais à une pizza hawaïenne, avec des morceaux de jambon sur le visage. Et à 12 ans, on n'est déjà pas très à l'aise dans son corps et dans sa voix et dans les poils qui poussent. Donc j'avais besoin de m'éloigner, de me réfugier, loin de la société dite des hommes civilisés. Et j'habitais dans une résidence, c'est qu'une résidence, c'est des parkings, c'est des immeubles, tout est organisé. Je cherchais déjà les interstices, les trous, les failles, les passages par lesquels j'allais pouvoir m'échapper. Et ces passages, je vivais beaucoup dans les caves des immeubles, c'était curieux. Là, il y avait un imaginaire que je pouvais faire vivre. Et j'avais trouvé, j'habitais en région parisienne, les anciennes champignonnières, qui étaient des espèces de galeries qui s'enfonçaient sous terre, où je pouvais aller toucher une forme de nature, l'obscurité, le vent, la fraîcheur, l'histoire de ce lieu improbable, couvert par la modernité, mais qui pour l'esprit un peu curieux que j'étais, laissait entrevoir un mystère. J'adorais ça. Mais tu as ça en mémoire. Et est-ce que tu as eu des moments aussi dans le rapport à la nature galère, où tu as eu des peurs, où c'était compliqué? Des moments à la nature galère. J'en ai eu un tout petit où je faisais du ski. Alors c'était l'époque, vu mon grand âge, on claquait un truc devant, il y avait des chaussures accrochées en cuir. Voilà, c'était des vieux systèmes de ski. Et je sais pas quel âge j'avais, 7-8 ans peut-être. Et je me rappelle, il y a beaucoup de neige à cette époque, il y en a plus beaucoup. Des remblais de neige. Et j'étais monté comme ça, au bord du remblai de neige du parking où les voitures étaient garées. Et j'avais glissé de l'autre côté, glissé, et j'arrivais plus à revenir. Et je n'arrivais plus à remonter, je m'épuisais, j'étais petit haut. Et je me disais, personne, mon papa, ma maman, personne n'ira voir derrière le remblai du parking. Et là, j'ai commencé à regarder la neige, le froid, les sapins. Et là, il y avait la station, derrière le remblai, il y avait la sécurité. Et j'étais pas si loin que ça. J'ai eu peur, quoi. Et d'un coup, j'ai vu mon papa surgir. Mon papa. Sauvé. Et puis, alors, tu as pas mal voyagé, tout ça. Dans ton histoire, un moment que tu estimes puissant, qui a peut-être changé ta vie ou qui a été un moment de basculement. Est-ce que tu en as un qui te vient? J'en ai au moins un ou deux. Il y en a un, c'est... moi j'ai fait beaucoup de montagne, accompagnateur en montagne, dans une station où on emmène plusieurs fois les gens dans les mêmes parcours, une fois, deux fois, trois fois, soleil, ombre, brouillard, neige, pluie, voilà. Et je me rappelle une fois être rentré dans ce parcours, en plein brouillard et en pleine neige. C'était un parcours d'1h30 avec un tout petit col, à droite une falaise, à gauche une falaise. J'avais pas de carte, puis même la carte m'aurait pas beaucoup aidé, vaguement une boussole. Et je sais pas, ce jour-là, j'ai ressenti que mon corps m'emmenait au col. Je suis arrivé à 1 mètre près sur le col. J'ai jamais compris comment j'ai fait. Et j'ai découvert quelque chose comme si mon corps avait enregistré quelque chose. D'avoir fait 20 fois ce parcours, pas enregistré mentalement, après la colline ça tourne à gauche, quelque chose des rythmes, je sais pas. Ça m'avait beaucoup impressionné de me dire mais je vais jamais trouver ce col et paf, d'arriver dessus. Une autre fois qui m'a impressionné, c'est la vulnérabilité. J'étais jeune et j'aimais bien faire ce qu'on appelle des faces nord. À l'époque, il y avait encore des glaciers. Et suffisamment raide pour que ton coéquipier, tu le vois entre tes deux jambes. Et là, planté sur tes deux petites pointes avant de crampons, et que tu vois l'autre en dessous, tu te sens fragile quand même. Et la montagne, quand tu es jeune, que tu défies un peu, je vais y arriver. Ouh, là j'ai senti que c'est fragile, un humain. Et puis bien sûr, la montagne m'a emmené en Colombie, où j'ai voulu aller faire les sommets d'une montagne qui s'appelle la Sierra de Sainte-Marthe, en langue espagnole, Buenaventura en langue coqui. Et à 5000 mètres, j'ai eu un œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons, pas de douleur physique, juste la question de se dire, c'est peut-être là que s'arrête mon histoire, mais je me rappelle de partir doucement dans un nuage, et puis j'étais dans une petite tente tout seul, le bord de la tente s'est écarté, j'ai vu un regard, un Indien brûlant me fixer. 20 minutes plus tard, il y avait une soupe chaude, et cet Indien venait de me sauver la vie. Et j'ai découvert la fragilité de la vulnérabilité, que j'ai pas appris à l'école.
Et quand on est vulnérable, on retrouve une forme de force. Et ces étrangers-là, ces sauvages, comme on les a appelés, qui me l'ont offerte. Est-ce qu'il a changé de chemin dans ta vie, apparemment? Ah, est-ce que ça a changé de chemin? En tout cas, ça m'a ouvert un chemin qui était de me dire comment vous remercier les Indiens qui m'ont sauvé la vie. Des Indiens qui portent le nom de Ixcas ou Cagba dans leur langue, Arhuaco et Kogi dans la langue espagnole. Et ils m'ont dit, on a besoin de nos terres, aide-nous à récupérer nos terres. C'est pas pour un besoin économique, pour gagner de l'argent, c'est parce que du territoire, de ce que nous appelons la nature, qui n'existe pas un mot qui n'existe pas dans d'autres langues, sont issues les lois qui gouvernent notre corps social. Donc si on n'a plus accès au territoire, on n'a plus accès à ces lois, qui s'expriment dans ce que nous appelons la nature. Donc nous rendre un territoire, c'est nous rendre la possibilité de vivre en dignité dans nos principes de vie, notre culture. Moi j'étais jeune, je dis bah oui, bien sûr, on y va, on fait ça, en Amérique du Sud, en Colombie. Rendre les terres aux Indiens. Facile. Facile, ça fait 30 ans que ça dure et j'ai pu engager ce chemin grâce à un ami de cœur qui s'appelait Rentil Cruz, qui m'a ouvert les portes à la fois dans la compréhension du monde Kogi et dans la compréhension de ce qu'on pouvait faire pour racheter et rendre ces terres. Et on dit souvent que les gens meurent deux fois, quand ils meurent physiquement et quand on les oublie. Donc j'essaie de ne pas l'oublier, ni le personnage, ni ce que je lui dois. Et si tu avais, avec ton expérience, par exemple, un message à faire passer à des personnes, des animateurs, des éducateurs, des enseignants qui emmènent des groupes, comme on dit, se connecter à la nature, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? J'aurais presque envie de leur dire, n'ayez pas peur. Quand on apprend un métier, quand on découvre quelque chose, on a souvent besoin de la technique. Et il y a une phrase que disent beaucoup de sociétés autochtones, il n'y a pas que les Kogi, qui disent tout est écrit dans la nature, j'ai envie de dire y compris dans la nature humaine. Donc en fait, si vous regardez bien, si vous observez bien, ce que vous pourriez faire avec un groupe va surgir, apparaître. Par contre, ce que vous pouvez faire, le conseil que je vous donnerais, c'est d'arriver à créer les conditions de confiance pour qu'ils aient l'audace, vos personnes animées, les stagiaires, d'accueillir ce qui va advenir. Je pense que le premier rôle de l'animateur nature, en tout cas celui qui organise des parcours pour des gens, c'est de savoir créer la confiance. La matrice, la mère qui va accueillir des surgissements, une peur, une curiosité, une envie, un mouvement. On a vu ça toute cette semaine avec nos familles, là, on s'est promené dans la Drôme. Savoir accueillir le mouvement. On a accueilli des familles depuis 3 ans jusqu'à, je sais pas, 56 ans ou 63 ans, la plus âgée. Forcément, ça navigue, maman, fille, papa, épouse, voilà. Et si on n'accueille pas le surgissement, mais si on ne l'accompagne pas, ça peut très vite partir en chaotique. Donc de l'accompagnement, en fait. C'est l'accompagnement du surgissement. Pour que la nature, elle est comme ça, elle fait surgir. Et dansons avec elle et laissons-la faire surgir. Merci. Et si on projette un peu, est-ce que tu as encore dans toute cette nature, dans ces voyages ici ou ailleurs, est-ce que tu as encore des envies? Tu dis j'aimerais bien faire telle chose, aller à tel endroit? J'ai des envies d'odeur, de couleurs et de sons. Par exemple, de ma jeunesse de montagnard, je sais que quand des fois ma vieille carcasse dépasse le 3000 mètres, c'est pas pour la performance du tout. C'est parce que j'ai l'impression qu'on rentre dans un autre monde encore aujourd'hui, avec une végétation qui est plus la même, des couleurs intenses, une lumière, une vie animale et végétale qui change. J'ai l'impression qu'on est invité dans un espace précieux. Et ça, c'est une immense joie, et ça me fait parfois pleurer. C'est pas une question d'aller au sommet, ça m'est un peu égal d'aller au sommet, mais c'est de rentrer dans cet univers dont on sait qu'on est invité et qu'il est infiniment précieux. Et après, des sons, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que des voix, vivantes ou non vivantes, humains ou non humaines, pardon, qui chantent à l'unisson, qui arrivent à trouver une harmonie de voix graves, de voix aiguës, parce que quand on sent que les gens sentent qu'ils sont à l'harmonie, on sent que ça libère chez eux de la joie. Et ça, c'est une joie que j'aime bien toucher. C'est pour ça que je me suis engagé un tout petit peu dans la musique. Et autrement, comme rêve, si j'ai un rêve, c'est que, je ne suis pas christique du tout, mais le fils du charpentier aurait dit une phrase comme « Lève-toi et marche ». J'ai du mal à comprendre pourquoi les humains que nous sommes ne nous levons pas et nous ne marchons pas pour écrire l'histoire et le récit que nous voulons voir advenir. On est beaucoup contre
contre un tel, contre machin, contre bidule. On a un mal fou à être pour et à encourager ceux qui sont pour, ou à soutenir, ou à féliciter, ou à aider ceux qui sont pour. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas confiance en nous? Est-ce que je sais pas. Là, on a du mal avec la gratitude. On a du mal à dire bravo, c'est chouette, tu as eu l'idée avant moi. Eh ben c'est génial, est-ce que je peux t'aider? Voilà. J'aimerais bien qu'un jour on ait cette intelligence de la convergence. C'est Paul Valéry qui disait il y a deux énergies dans le monde, celle d'éclatement, et celle-là on voit qu'on est doué pour ça, les uns contre les autres, et celle de convergence, les uns avec les autres. J'aimerais bien un jour vivre ça. Ça va on peut rêver. Hein. Oui, ça va un petit peu avec ma dernière question, qui serait dans la situation aujourd'hui de notre rapport à la nature, hein, le monde moderne, on va dire, dans cette situation où tout est en train de changer, on perd pied quelque part. Qu'est-ce que tu auras envie de dire pour terminer sur ce rapport de l'homme moderne et de son rapport à la nature, cette dualité-là? Et je ne vois qu'une voie ou qu'une option, c'est la voie spirituelle. Alors c'est vrai que ça peut faire grimper au rideau quand on utilise ce mot, mais je vais juste partager ce que moi je mets derrière la voie spirituelle. C'est trouver un espace où on est bien, un espace géographique, naturel, encore un peu vivant, et essayer de boire l'eau de la source, ou de l'eau s'il y en a encore, de l'endroit. C'est pour moi une première relation spirituelle, parce que l'eau déjà a un impact sur le corps, et puis simplement se poser, regarder, être, ressentir. Beaucoup de sociétés traditionnelles vous diront quand vous avez un doute, des difficultés, ou que c'est compliqué, la première chose c'est aller vers la nature, vers la vie, et la laisser vous nettoyer ou vous régénérer. Il n'y a pas besoin de grand chose à faire. Il y a calmer le mental et s'ouvrir à une forme de sensibilité, de beauté, d'harmonie, et essayer que cette harmonie nettoie ou résonne en soi. Voilà. C'est ça que moi je mets derrière spiritualité, c'est pas autre chose. Ok, bien, merci à toi Eric pour ce petit moment. Je la rajouterais joyeuse, parce que n'y a pas de raison de se prendre la tête. Hein. Merci, à bientôt. À bientôt Hervé.